bonjour à tous. Je suis super content, je m'appelle Fabrice Menno, on va passer 1 heure ensemble, on a beaucoup de choses à se dire. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, du coup, je suis le dirigeant de Crop & Co, qui est une société qui intervient dans l'univers du conseil et de la formation à destination des acheteurs, et notamment des acheteurs publics, puisque c'est notre thème du jour. Et puis chez Crop & Co, comme du coup le conseil et l'accompagnement ne nous suffisaient pas, on a créé un système d'information achat qui s'appelle OKVO, qu'on propose à nos clients, notamment publics, mais pas que. Et du coup, voilà, c'est notre terrain de jeu en complément de ces activités. Et donc là, vous savez nous retrouver sur cropandco.com et okvo.com. J'ai créé un blog qui s'appelle Apprendre les achats. Et dans le cadre de ce blog, je me suis dit que j'allais inviter les personnes qui font le métier. Alors, bien souvent, c'est des acheteurs, c'est des patrons d'achat, mais quelquefois, c'est aussi des personnes avec qui vous travaillez. Et puis, quelquefois, c'est aussi des personnes qui connaissent bien le métier. C'est le cas aujourd'hui de Sébastien. Et l'idée, à travers ce webinaire, c'est que une ou deux fois par mois, souvent le jeudi de 11h à midi, on vient prendre un sujet et puis du coup, on en parle avec cet invité, mais aussi avec vous. Avant que je lui laisse la parole pour se présenter, quelques mots sur ce webinaire, ce thème. Pourquoi aujourd'hui on a décidé, et alors j'espère que vous l'avez pris avec le bon niveau de distance. On s'est dit il faut sauver l'acheteur public. Voilà, c'était aussi un petit peu pour s'interpeller, mais quand même on va le voir avec beaucoup de sincérité dans nos propos, parce qu'on pense que à plein d'endroits, il y a quand même un certain nombre de difficultés qu'on voudrait un petit peu mettre sur la table, et du coup, aussi un certain nombre de pistes pour traiter ces difficultés, et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, et donc du coup, j'ai souhaité, pour parler de ce thème, aller chercher quelqu'un qui connaît bien le sujet, du coup, pour l'avoir pratiqué, et puis aujourd'hui, pour continuer à œuvrer avec cet univers public, et c'est notre ami Sébastien Topiac qui a bien voulu être mon partenaire de jeu. Donc merci à toi, Sébastien. Bonjour, et peut-être... Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? On t'entend super bien. Super. Et peut-être quelques mots pour te présenter. Me présenter en quelques mots, c'est toujours un exercice difficile, mais je vais y arriver. Fabrice, un grand merci tout d'abord de m'avoir convié à ce webinaire sur un sujet qui m'est cher, de par une longue carrière dans l'achat public, puisque j'ai environ 23 ans d'expérience, donc 19 ans à l'UGAP en tant qu'acheteur dans le domaine hospitalier, responsable des achats médicaux, directeur adjoint des achats. J'ai quitté l'UGAP en 2020. Donc, c'est encore assez récent. Petit passage dans le monde du financement de matériel médical, de plateau technique, avec pas mal de travaux autour de l'économie de la fonctionnalité et de l'évolution des modèles économiques de l'achat, et notamment de l'achat public, qui est probablement aussi un des enjeux qu'on évoquera peut-être aujourd'hui dans l'évolution du métier d'acheteur. Et j'ai rejoint depuis le mois de mars un éditeur de logiciels 100% français, et c'est important. D'ailleurs, je regardais dans ma carrière, je n'ai fait que des entreprises 100% françaises. Ça doit être un élément fort de mon positionnement sur des sujets d'achat public local ou de souveraineté. Et vous savez ô combien c'est un sujet que je partage aujourd'hui. Et donc, j'ai rejoint la société iAttestation.com, qui est une PME d'environ 40 personnes. Nous sommes éditeurs de logiciels d'une plateforme de gouvernance, de gestion des risques et de la conformité liée aux tiers. Et c'est un sujet important, c'est un outil fortement utilisé aujourd'hui, 1600 clients, 800 dans le secteur privé, 800 dans le secteur public. Donc, je côtoie beaucoup d'acteurs qui, naturellement, ont des risques à gérer, des cartographies de risques à gérer. Et j'essaierai aussi de vous témoigner aujourd'hui peut-être de cette expérience qui montre ô combien, et Fabrice le sait, les technologies ne sont pas la panacée, mais constituent une des réponses aux évolutions du métier d'acheteur public. Je suis aussi administrateur de la PASP, l'Association pour les achats dans les services publics. Et j'invite chacun à rejoindre cette association. Et on en parlera aussi aujourd'hui parce que être acteur du monde associatif de l'achat public, c'est aussi probablement un moyen de renforcer des enjeux d'attractivité. Et puis, je suis aussi directeur scientifique aux éditions VK, où j'anime un guide sur la commande publique, le droit de la commande publique. Et donc, voilà, beaucoup de matière, j'espère, beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise à partager avec vous sur ce métier formidable que j'ai occupé et que je côtoie quotidiennement. Voilà. Super. Écoute, merci Sébastien, bravo pour
ce déjà beau parcours, mais qui n'est pas terminé. Alors, tous les deux, quand on s'est parlé il y a quelques semaines de cela, j'ai échangé avec toi. J'ai dit, écoute, Sébastien, j'aimerais bien qu'on puisse se retrouver autour d'un thème d'intérêt et pour évoquer des sujets aussi avec vous qui nous écoutez. On est parti sur un certain nombre de sujets qui nous sont chers, sur lesquels on pense, parce qu'on vous a les uns et les autres de manière individuelle, qu'on aime bien partager. Alors on est parti sur la gestion des risques, on est parti sur l'IA, on est parti sur l'innovation, on est parti sur beaucoup de sujets qui nous passionnent. Et d'ailleurs, il se peut qu'on se retrouve avec Sébastien sur certains de ces sujets. Et puis à un moment donné, quand on parle de ces sujets, quand on parle de vous qui nous écoutez, qui réagissez, on en est venu à parler de ce qu'on voit nous, de ce qu'on observe aussi dans la manière dont vous opérez le métier, dans la manière où quelquefois, moi qui accompagne un certain nombre de clients dans leur montée en puissance, dans leur organisation, la difficulté, et quelquefois même, je vais employer le terme de souffrance, dans lequel quelquefois on trouve certaines personnes. Et on s'est dit, mais on peut pas rester dans cette situation avec cet univers public qui est à tel point important. Déjà, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi on est dans cette niveau-là de difficulté. Et puis surtout, on va essayer de partager avec vous pour que vous puissiez réagir, partager, commenter. Alors, bien évidemment, on va essayer de pas tomber dans les clichés, mais on peut pas non plus aborder toutes les situations. Donc, il se peut que dans ce qu'on va dire, on a peut-être des personnes, ce sera super, et du coup, on les accueillera peut-être pour témoigner, qui vont nous dire que chez elles, non, tout va bien, il n'y a pas de souffrance, il y a la bonne équipe, il y a les bonnes compétences, il y a la bonne reconnaissance, il y a les bons outils, et que du coup, c'est pas tout à fait vrai. Bon, super, et ça va nous intéresser, que vous nous le disiez aussi. Sur cette notion un petit peu en tous les cas, de difficultés qu'on a rencontrées, est-ce que toi, du coup, qui as vu aussi ces dernières années cet univers public, est-ce que tu as vu, Sébastien, une évolution de peut-être comment c'était un petit peu avant, comme on dit, en tous les cas, les gens qui ont les cheveux blancs comme moi, et comment c'est aujourd'hui? Est-ce que tu as vu une évolution dans le temps? Voilà. Alors, moi, c'est la barbe qui blanchit, Fabrice, mais j'ai moins de cheveux. Ce qui est très important, c'est que oui, ce métier évolue très très vite et comme tous les sujets du moment, cette évolution s'accélère sous couvert. Et je vais vous donner deux exemples, un exemple ce matin et un exemple de ma journée d'hier. Hier, j'étais au ministère de la Santé pour évoquer le sujet des SIH, des hôpitaux et autres. Et naturellement, le ministère de la Santé me disait l'acheteur public n'a jamais eu un rôle aussi important dans le secteur hospitalier public parce qu'il est garant de la sécurité d'approvisionnement. Et on a découvert, avec la crise sanitaire, le métier d'acheteur public, peut-être d'ailleurs, on l'a un peu découvert. Et on s'est dit, l'acheteur, c'est le garant de l'efficience des services publics. Et ça, c'est une prise en compte, assez récente, exacerbée par les crises. Donc ça, c'est un premier point. L'acheteur public n'a jamais été aussi important dans les organisations publiques. Et le deuxième point, vous l'avez vu ce matin, la France vient de transposer la directive CSRD via une ordonnance du 6 décembre d'hier avec une évolution du code de la commande publique qui finalement dit à l'acheteur, il va falloir peut-être exclure de la commande publique des entreprises qui ne publieraient pas leur rapport de durabilité lié à la directive CSRD. Et puis, on a dit aux acheteurs publics, il y a quelques semaines, il faudrait exclure de la commande publique les entreprises qui publient pas leur bilan carbone, loi industrie verte. Et puis, on dit aux acheteurs, on va bientôt dire aux acheteurs, il faut exclure de la commande publique les entreprises qui ne respectent pas l'égalité femmes-hommes. La vraie question, c'est que on a beaucoup d'idées pour exclure les fournisseurs, mais il va falloir en trouver pour pas exclure les acheteurs de la commande publique. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, l'acheteur, moi, je l'ai vécu dans ces 20 dernières années. Je l'ai vécu à l'UGAP, j'ai managé des gens, j'ai encadré. C'est-à-dire, on ne s'est pas rendu compte, ou on ne se rend pas complètement compte de l'efficience et de l'importance de l'acheteur, tant dans sa position, tant dans son positionnement d'un point de vue des organisations publiques et de la gouvernance, tant d'un point de vue de la rémunération, on en parlera probablement, tant d'un point de vue de la gestion des emplois et des carrières, et tant d'un point de vue d'investissement dans des collègues, des compétences, des outils, des systèmes d'information. Et ça, c'est très, très important. Donc, on voit que tout ça évolue, on voit que l'acheteur public est essentiel. Et puis, c'est un peu, comme tu disais, Fabrice, comme le pompier, l'infirmière qu'on a applaudi, le médecin, le militaire. On est tous contents de ces métiers. Bravo, l'acheteur public communiquera sur sa valeur.
et pas assez connu du grand public. C'est peut-être un axe d'ailleurs d'évolution. Et puis derrière, personne ne veut faire ce métier. C'est bien le problème. Et d'ailleurs, c'est bien une des difficultés. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la dimension, alors quelquefois on emploie le terme de stratégique, et assez vite. Et là aussi, si on fait le parallèle public-privé, c'est la même chose. Les achats sont stratégiques. Bon, moi je dis souvent les achats sont importants, certes, ne serait-ce que par le poids économique qu'ils suscitent, par le positionnement. Quelquefois, ils sont stratégiques. Pas toujours autant qu'on veut bien le dire, mais surtout, une fois que ça a été décrété, dans les faits, on le retrouve pas après. C'est-à-dire qu'un dirigeant qui me dit que les achats c'est stratégique, et quand on lui dit qu'on est 3,5 et qu'on aimerait être 4 ou 4,5, non, parce que du coup on n'a pas de budget. On n'a pas de budget pour investir 10 000 euros pour un système d'info. Il faut batailler pour être augmenté. Donc j'allais dire, il y a un décalage entre peut-être ces messages qu'on est amené à véhiculer et la réalité du métier. Et comme tu le disais, très concrètement, aujourd'hui, la difficulté des acheteurs publics, c'est ne serait-ce que de recruter, qu'il y ait des personnes qui viennent et qu'elles restent un petit peu. Voilà. Est-ce que ça aussi, et ça, est-ce que ça, c'était déjà comme ça il y a quelques années? Tu avais des responsabilités achats importantes à l'UGAP quand vous aviez ton équipe, etc. Le recrutement, la motivation, est-ce que c'était déjà des sujets qu'on rencontrait? Je crois que la grande différence, on a un changement générationnel. Quand je suis rentré à l'UGAP en 2001, je suis parti en 2019. J'ai beaucoup recruté, j'ai eu des départs, je me suis battu pour la reconnaissance de ce métier, parfois salarial, y compris dans un établissement public, industriel et commercial. Alors, j'irais presque à dire que l'importance d'un acheteur dans une centrale d'achat, c'est presque pas trop compliqué, puisque le métier même d'une centrale d'achat, c'est d'acheter pour revendre. Donc, je dis pas que c'était facile, mais on arrivait à recruter des talents, à les garder, à les accompagner, à les changer de poste. Et puis, on avait des gens, alors, je vais pas faire le vieux con, mais d'une génération finalement engagée dans le service public, engagée dans les valeurs, engagée dans le soutien aux TPE-PME. Moi, j'ai eu des collaborateurs formidables qui sont restés, pas pour le salaire ou pas pour l'augmentation annuelle, ni pour la prime de quelques dizaines d'euros, mais de se dire on sert à quelque chose, on sert l'hôpital, on sert le service public. Le problème aujourd'hui, c'est que naturellement, ça suffit pas. Et que quand on recrute aujourd'hui, naturellement, les gens qui viennent n'ont pas toujours ces valeurs ou les ont perdues. Et donc, il faut trouver d'autres leviers. Alors, le télétravail y contribue. Du levier, c'est laisser du temps au sourcing, laisser du temps à l'exécution des contrats, éviter éviter que les acheteurs perdent du temps sur des tâches administratives, courir après des attestations sur l'honneur, c'est mon métier d'aujourd'hui, courir après des preuves, courir après de la paperasse. Et voilà. Et je pense qu'il faut redonner du sens au métier. Il faut le simplifier, il faut donner des perspectives, et puis il faut surtout faire confiance à l'innovation, à la création. Aujourd'hui, il faut pas se leurrer, on parle de RSE, on parle de social, on parle d'environnemental, on parle d'accès des TPE-PME, on parle de souveraineté, sauf qu'au bout du bout, parce qu'on le vit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les appels d'offres? Encore beaucoup. Un critère prix trop prégnant, un critère coût global qui est difficile à mettre en place, des acheteurs qui sont fortement investis, mobilisés, mais qui souvent, il faut aussi engager les directions achats dans une évolution avec des directions achats qui disent finalement tout ça c'est formidable. Moi je l'ai vécu, c'est formidable, mais l'essentiel c'est quand même le budget. L'essentiel c'est quand même le budget annuel. L'essentiel c'est quand même de pas avoir de risque de contentieux. Donc innover c'est bien, on le voit bien. L'achat innovant public ça n'a pas marché. L'exclusion de la commande publique, là, je pense que ça va pas marcher parce que c'est une possibilité et pas une obligation. L'open data, on se dit oui, on va le faire, mais la question, c'est le sens finalement. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi il faut publier des données essentielles? Pourquoi il faut faire de la RSE? Pourquoi il faut faire du social? C'est pas pour faire plaisir à la DAJ, c'est pas fait pour faire plaisir au texte, c'est parce que on est en train de faire de l'achat public un formidable levier de développement économique, de souveraineté. Et là aussi, pour ceux qui nous écoutent, et je crois qu'il faut se le dire, parce que du coup, il ne faut pas qu'on détricote ou qu'on voit cette bouteille qui est à moitié vide, et peut-être même aux trois quarts vide dans certains endroits. Clairement, il y a un vrai sujet dont après on va parler de communication, on va parler comment on essaie de changer la donne, mais il y a un rôle et majeur, et tous ceux qui nous écoutaient, et j'en connais un bon nombre, il y a vraiment un rôle majeur que vous jouez dans les organisations. D'ailleurs, on l'a vu, et y compris quand il a fallu redémarrer la machine France.
Hein, on s'est beaucoup appuyé sur l'univers public. Et moi qui suis un fournisseur, je peux vous dire que merci à mes clients de l'univers public qui ont soutenu, qu'on continue à passer des commandes, qu'on continue à assurer le fonctionnement de la machine. Donc vous êtes dans un rôle majeur. Maintenant, là, ce qui nous intéresse, nous, c'est de se dire, d'essayer de comprendre pourquoi ça marche pas très bien. On parlait de reconnaissance, on sait aujourd'hui sur les compétences, Sébastien, qu'on s'est formé des acheteurs. Alors, moi je dis public, et si on voulait encore une fois faire le parallèle, public-privé, vous le savez comme moi, le métier achat, c'est un peu le même quand même, on va se dire les choses. Oui. Il y a un code de votre côté dans l'univers public, il y a des règles et des procédures dans l'univers privé. Souvent au niveau des pratiques achats, je trouve que vous avez une manière de l'opérer dans l'univers public qui est beaucoup plus rigoureuse. Pourquoi ? Parce que si vous le faites pas, ça marche pas. Votre procédure tombe par terre. Alors dans l'univers privé, le cahier des charges, on le réajuste avec le fournisseur. On le rediffuse pas à tout le monde, mais c'est pas très grave, ça fonctionne. On va pas caricaturer, mais c'est un peu ça qui se passe. Donc du coup, aujourd'hui, on sait qu'un acheteur public, il peut avoir des compétences. Il y a des formations, on l'avait évoqué aussi. Il y a beaucoup de belles formations. Du coup, voilà, ce qu'on veut essayer de comprendre, c'est comment on en est arrivé là et pourquoi quand on parlait des hôpitaux. J'ai vu tout à l'heure un commentaire, je crois, de Sébastien qui dit, en effet, c'est vrai, dans l'univers hospitalier, c'est important, mais dans les faits, on n'y est pas. On n'y est pas. Et moi, je bosse avec beaucoup de GHT. Non, on n'y est pas parce qu'il y a des postes ouverts, les gens qui sont là. Et encore, je dis toujours, le système il tient parce qu'on est encore avec des gens impliqués. Oui. Moi, j'en vois beaucoup. Je peux vous dire que bravo pour la manière. Mais du coup, comment ça a pu se dégrader ? Qu'est-ce qu'on a loupé au niveau du métier ? Est-ce qu'on a loupé notre communication ? Est-ce qu'on n'a pas su faire comprendre ? Voilà, je sais pas comment. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense, Fabrice, je pense que aujourd'hui le métier il est complètement méconnu du grand public. Enfin, j'allais dire, j'ai été pendant 20 ans acheteur public, responsable achat, etc. Je passais mon temps à expliquer à mes amis, à ma famille et mes enfants ce que papa faisait ou ce que le grand frère faisait. Donc, on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on a construit un achat public en France. Vous savez, en France, je donne toujours ce chiffre de 125 000. 125 000, c'est le nombre d'acheteurs publics en France. Alors, il y en a peut-être un peu moins, on est peut-être à 120 000. Vous savez combien il y en a en Europe ? C'est une bonne question. On pourrait presque faire un sondage. Voilà. Pas un sondage. 125 000 acheteurs, enfin, pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice, comme on dit en France. À votre avis, combien y en a-t-il en Europe ? Allez, mettez, alors, on vous le dit, vous pouvez juste gagner d'être celui qui va bien répondre. Il n'y a pas d'autre enjeu. Non, il n'y a pas d'autre. Même pas un dîner avec Fabrice. Non, il n'y a rien. Si. De quoi ? Un dîner, un déjeuner. Alors, ça peut dépendre. Ça peut dépendre. Allez, vas-y, donne la réponse, là, parce que du coup, j'ai des questions qui nous sont posées. Mais... 250 000. 250 000. La France, c'est la moitié des donneurs d'ordre, des acheteurs publics en Europe. Vous comprenez bien que ça fait des années qu'on a dilué l'acheteur public et donc on a dilué le métier, on a dilué donc la rémunération, on a dilué et donc il n'y a aucune représentation forte aujourd'hui. Et moi je me bats. Alors vous savez, j'ai été à l'UGAP et je me bats pour une mutualisation intelligente de l'achat public. On est bien d'accord. Il n'y a pas que les centrales d'achat. Mais alors les groupements hospitaliers de territoire, moi je trouve ça formidable. C'est l'occasion de repositionner des fonctions achats et on le voit, ça commence à se traduire dans les hôpitaux. Le GHT est reconnu, la fonction achat est plus élevée, le portefeuille achat est plus important. On comprend mieux le rôle de l'acheteur, du directeur d'achat du GHT. Et dans l'État, ça s'est fait en partie. Donc, on a un achat public trop dilué qui fait qu'on a dilué le métier, naturellement, sa reconnaissance. Et puis, je me bats pour une reconnaissance au niveau de l'État du métier. Moi, je prône un délégué interministériel à la commande publique ou à l'achat public parce que c'est le sujet de personne. À l'écologie, c'est la RSE. À Bercy, c'est le budget. C'est ça. En fait, on n'est pas représenté, c'est ça le sujet aussi. C'est qui est-ce qui porte le... Alors, on va prendre des questions parce que comme je me suis engagé à ce qu'on y réponde, il faut qu'on les prenne. Première question de Thomas. Thomas nous dit, l'acheteur public, comment doit-il se positionner par rapport à l'aspect juridique du métier? Alors ça, c'est un débat souvent fréquent. On sait que dans l'univers public, la montée en maturité, elle est toujours démarrée par la problématique de la sécurisation et donc par cette dimension des marchés, et c'est comme ça qu'a démarré l'histoire. Et puis, au fur et à mesure de la montée en maturité, on est arrivé à cette dimension de se dire, à côté des marchés, il y a une dimension sur le métier achat, et d'où la commande publique,
avec ces deux dimensions. Tu partages aussi ce regard. Donc, du coup, comment… Oui. Moi, j'accompagne des étudiants en Master 2, droit des achats à Paris-Saclay, les futurs acheteurs, futurs juristes. Ce binôme est essentiel. Je pense qu'il faut casser les cellules des marchés, les prescripteurs et autres, parce que souvent, chacun, le CCTP d'un côté, le CCAP de l'autre, et on essaye de… Tout ça, c'est pas une bonne idée. Mais moi, j'ai eu des relations professionnelles avec des juristes dans ma vie. Ce qui est important, c'est de travailler en mode projet ensemble. Moi, j'emmenais les juristes en sourcing, rencontrer des entreprises, visiter des usines. Il faut aussi associer le juriste, pas que sur le RC, le CCAP. Il faut permettre aux juristes de sortir. Il faut travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le contentieux, il s'est déplacé sur l'exécution. Et si on se loupe dans la méthode… Je pense qu'une bonne connaissance réciproque des métiers. Nous aussi, on travaille beaucoup avec, en effet, les juristes. Qu'on intègre complètement dans la stratégie de la démarche contractuelle. On en fait un vrai levier. Et d'ailleurs, vous le savez bien, hein, si vous nous écoutez, si vous êtes concerné par ce sujet, quand ce binôme-là fonctionne bien, c'est une vraie puissance que vous avez dans la bonne opération, j'allais dire, des actes d'achat. Ça veut dire aussi qu'on en passe sûrement par là aussi de l'acculturation et que du coup, il faut aller quelquefois revenir sur le métier, expliquer aussi à un juriste c'est quoi l'acte d'achat. C'est quoi la performance, c'est quoi la RSE, c'est quoi… Ça peut paraître un peu basique, mais on le sait sur notre métier. Alors, tu parlais des relations perso quand il faut expliquer c'est quoi un acheteur. On a tous des anecdotes savoureuses sur le sujet, mais c'est vrai dans l'univers professionnel. Parce qu'une fois encore, je vous le dis et je vous le répète, les dirigeants de vos organisations, c'est vrai dans les univers publics comme dans les univers privés, ils ne viennent pas du métier des achats. Donc, ils ne vont connaître des achats que ce que vous allez leur raconter, que ce que vous allez presque les éduquer au métier. Hein, quelqu'un qui dirige une organisation, c'est quoi son école? Qu'est-ce qu'il a fait pour la diriger? Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'on lui a raconté sur les achats? Souvent pas grand-chose. Et donc du coup, et je vous dis, privé public, même combat. Hein, prenez une école de commerce, une école d'ingénieur, il y a rien sur le métier achat ou quasiment. Donc du coup, ces dirigeants d'organisation, et c'est vrai pour l'univers public, ça va être à vous d'aller expliquer c'est quoi un achat stratégique, c'est quoi une gestion de relations fournisseurs, c'est quoi un sourcing. Et il y a un peu de culture. Donc du coup, je pense que voilà, à mon avis, on coopère bien ensemble, on vit bien ensemble sur cette dimension juridique et achat. Deuxième question de Marie-Aude qui nous dit comment faire en sorte qu'une politique achat devienne un enjeu à côté des enjeux de maîtrise budgétaire et de masse salariale dans une métropole. Hein, J'ai quelques conseils à vous donner en tant que directeur achat. Il faut absolument intégrer dans votre gouvernance 3 natures de risques. Le risque réglementaire, on a peur parfois pour rien. D'ailleurs, on drive l'achat public par le droit, hein, ce qui est le cas. Moi, je me pose toujours la question pourquoi l'achat public en France est drivé par la direction des affaires juridiques. Mais ça, c'est mon avis personnel, parce que je me dis tant qu'on le drive par le droit, on se trompe de combat, parce que le risque réglementaire et la peur du juge a été dépassée par la peur du tweet ou la peur du X, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, ou la peur du poste. Ce qui est très important quand vous êtes dans une direction achat, moi je l'ai vécu à l'UGAP, il faut qu'à un moment, vous ayez une stratégie qui couvre 3 risques. Les risques réglementaires, en collaborant avec les juristes. Le risque économique, c'est naturellement l'évolution vers le coût global, freiné par une comptabilité publique qui est malheureusement trop annualisée. Et ça, c'est un frein que les acheteurs rencontrent et qui est un vrai frein sur lequel je me bats. Il faut que la comptabilité publique quitte l'annuel. Sinon, on fera jamais de coût global et on fera jamais d'approche pertinente. Et puis, le troisième sujet, le risque réputationnel. Aujourd'hui, un directeur d'hôpital, un élu, puisque c'est la question de Marie, un élu, aujourd'hui, alors bien évidemment, qui va dire au Salon des maires, mon premier risque, c'est la probité, c'est l'anticorruption. Mais qu'est-ce que c'est que ce risque? C'est quoi? C'est de la réputation. Et quand un élu a compris aujourd'hui que finalement, son premier risque avec sa cellule achat ou son département de l'achat, c'est pas un risque réglementaire, hein. C'est un risque réputationnel. Hein. Si vous faites rouler la police municipale en BYD, le sujet, il est là pour le maire. Hein. Il n'est pas sur le référé précontractuel. Et c'est très clair. Il faut travailler avec vos élus, avec les élus, le comment les achats aujourd'hui l'aident en matière de réputation et d'irréputation positive. Faire de la com, c'est très important. Alors ensuite, il y a aussi un bout de réponse, Marie, dans cette dimension de la politique achat. Hein. La politique achat, c'est un formidable outil. Hein, et je vous rappelle au passage qu'une politique achat, elle est là pour venir contribuer
à la stratégie et à l'orientation stratégique. Vous parlez d'une l'établissement métropole, une fois encore, public-privé, même combat. Votre métropole, eh bien, elle a des orientations stratégiques, elle a des directions, elle a des engagements, elle a un plan de mandat. Bref, vous, votre job en tant qu'acheteur, c'est de se dire comment moi, dans mon métier, ben, je vais venir aider mon organisation à aller atteindre ses objectifs. C'est la seule réponse pour qu'à un moment donné, vous ayez un début de chance que vos élus et vos dirigeants comprennent aussi que du coup, vous allez devenir important pour eux. Hein, et s'ils ont pris des engagements sur des logiques de réalisation, des logiques bref, tout ce qu'on peut imaginer comme engagement dans une métropole, eh bien, calez-vous sur ces enjeux. Parce que je peux vous dire que eux, tous les jours, ils ne pensent qu'à ça. Et si vous travaillez sur des enjeux qui sont différents d'eux, ben vous avez peu de chances de venir se synchroniser. Donc, l'enjeu majeur quand on travaille sur une politique achat, c'est vraiment de s'assurer que tout ce qu'on va mener en termes d'action, de direction, d'orientation, de communication, ça soit bien un enjeu. Regardez ce qui se passe avec les spazeurs et j'allais donner un conseil d'ailleurs. Et forcément, tout le monde s'y engouffre. Pourquoi? Parce que du coup, au-delà des convictions individuelles que je vous souhaite fortes sur le sujet, c'est un enjeu majeur des organisations. Et du coup, on y va et on raconte l'histoire. Et après, moi, ça m'intéresse parce qu'on a une belle histoire à raconter aux fournisseurs, on a une belle histoire à raconter à nos clients internes sur la manière dont ils expriment les besoins. Sébastien nous parlait de TCO, on est dans le sujet. Donc du coup, si ça doit être c'est un enjeu de l'organisation, on se l'approprie et nous aux achats, voilà monsieur le dirigeant comment on va vous aider. Je pense que c'est comme ça. Fabrice, tu as raison. Moi j'ai une collectivité que j'ai rencontrée à La Passe récemment qui me dit « Oh Sébastien, on se connaît, ouf, je suis à 40 millions d'euros d'achat par an, je vais éviter le spazer. » Je lui ai dit « Mauvaise réponse. » Je lui ai dit « Fais-le ton spazer. Fais-le ton spazer et fais-le valider par les élus. » Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen d'exister en tant qu'acheteur dans les politiques publiques de ta commune, de ta collectivité ou de ta métropole, parce que les élus sont engagés et que l'achat responsable, c'est devenu un sujet citoyen. Bien sûr. Que les citoyens vont regarder ce que fait leur maire, leur président de région. Donc, faites des spazeurs, faites des mini-spazeurs, on s'en fiche un peu du terme. N'attendez pas que la réglementation mettez-vous sur le chemin. Déjà, ça va vous faire du bien et vous allez voir qu'on a un champ exploratoire qui est extraordinaire et là du coup on retrouve aussi, tu parlais tout à l'heure de redonner du sens. Eh bien moi je pense que ça peut être un sujet qui nous redonne du sens pour engager, pour recruter des acheteurs, une utilité sociale, une utilité environnementale. Voilà, question de Sébastien. Alors allez, un acheteur doit-il être un juriste? Non, comme un juriste ne doit pas être un acheteur. C'est deux sujets différents et c'est bien pour ça qu'on forme des juristes et qu'on forme des acheteurs. Je pense que l'acheteur doit avoir le vernis et juridique et le juriste le vernis achat et que tout ça travaille ensemble. Mettez les acheteurs et les juristes dans les mêmes bureaux. Arrêtons de faire des bureaux de juristes d'un côté, des bureaux d'acheteurs de l'autre. L'objectif final, il est le même. C'est un achat performant et un service public qui fonctionne. Et les deux sont essentiels. Ouais. Alors, je vous répète que pour qu'on soit le plus performant possible, il est 11h30, on va encore un peu échanger, et puis j'ai demandé à Sébastien, et on va se mettre sur l'exercice d'ici une quinzaine de minutes. J'ai demandé à Sébastien qu'on ait quelques pistes concrètes. Hein. L'idée, c'est pas qu'on soit entre nous en train de se morfondre. Non, on va de l'avant, on a des idées et vous en avez. Je vous rappelle que si vous voulez qu'on intervienne sur vos réactions, je vois qu'il se passe des choses dans le chat et c'est super. Et c'est votre terrain de jeu, ça me va bien. N'hésitez pas à poser des questions, sinon on aura du mal à réagir. Je vais quand même prendre j'ai vu là un échange avec Bertrand que je salue au passage. Bertrand et Laetitia qui échangent un peu sur ce terme d'acheteur. Et c'est vrai que c'est aussi un sujet. Alors je le dis souvent, on est fort pour se poser des questions. Moi, combien de fois on m'a fait intervenir et la maturité des achats et pourquoi on nous aime pas et quel nom il faudrait qu'on ait. Bon, alors c'est des sujets, il faut les traiter. Moi, je pense que l'acheteur, voilà. Alors après, je sais que maintenant dans le commerce, on est passé le business, le SDR. Bon, on fait du commerce et puis moi je fais du commerce, mais je suis un acheteur. Après, je sais que dans l'univers privé, quelquefois, on a parlé de management de ressources externes. Hein, c'est bien pour montrer que cet acheteur, c'est une plaque tournante vers l'extérieur. Ou voilà, donc c'est des sujets. Moi, je crois que si on définit bien en termes d'activité ce qu'on fait, le mot d'acheteur, il se suffit à lui-même. Je sais pas ce que tu en penses, ou ce que tu peux voir, ou est-ce que tu as je pense
alors même si l'acheteur achètera de moins en moins avec l'économie de la fonctionnalité, il répondra à un besoin, il répondra à des usages. Donc l'acheteur achète de moins en moins, voire un jour n'achètera plus. Mais le terme d'acheteur est consacré dans le public et dans le privé. On parle et puis bon, les termes anglo-saxons, je suis pas fan non plus moi dans l'achat public. Donc je dis aujourd'hui, la question elle n'est pas dans le titre, elle est dans la définition des missions, dans les moyens, dans la gestion des emplois et des compétences, dans les outils, et puis dans le sens qu'on donne au métier et dans la place qu'on donne à l'acheteur dans la gouvernance. Et surtout, je dis toujours aux acheteurs, moi je l'ai beaucoup fait, communiquez en interne sur vos réussites, communiquez en interne sur vos projets, communiquez en externe avec les élus ou avec les directions sur en quoi vos achats ont permis de faire avancer le service public. Moi, je vois pas assez de communication aujourd'hui sur tel achat dans une commune, c'est bien, tel achat dans un hôpital. Il y a un peu de frilosité. Alors, c'est peut-être pas de la faute des acheteurs. Hein, c'est peut-être je partage complètement. Hein, et ça, pour le coup, voilà, moi qui ai eu le plaisir, en tous les cas, d'être un peu dans la durée de ce métier d'achat, je me dis, il y a des choses que j'ai vu évoluer et je suis super content. Il y a des choses que je vois quand même bouger avec beaucoup d'inertie, cette dimension de la communication. Et on le sait, on a un besoin de surjouer un peu notre communication. Hein, je veux dire, un comptable ou un financier, s'il communique pas trop, c'est pas gênant. On voit quand même bien à peu près ce qu'il y fait. Un patron des opérations, un vendeur, voilà. Les achats, comme tu le dis, ça se joue beaucoup autour des activités. Et on le sait bien, d'une organisation à l'autre, ça peut être un peu variable. Donc du coup, tiens, là je vous interroge, est-ce que, avant de reprendre des questions, est-ce que autour de la table, là, sur ce sujet de la communication, il y a quelqu'un qui qui pourrait partager un petit peu ce qu'il a fait sur la communication et qui estime qu'il a des choses à partager. Hein, donc ne soyez pas trop timide dans le fait de dire je veux pas dire que ce que je fais c'est bien. Si vous pensez que ce que vous avez mis en place en termes de com, vous avez des choses intéressantes, dites-le moi. Et si vous êtes d'accord, on vous fait monter sur scène avec nous pour vous nous expliquer un petit peu comment vous avez traité ce sujet de la communication, que ça soit souvent en interne, hein, au sein de l'équipe, avec les directions opérationnelles, avec les fournisseurs. Moi, j'ai des fournisseurs qui me disent « Je voudrais bosser avec telle métropole, Fabrice, comment je fais ?» Comment je fais pour faire toc-toc à cette métropole, pour leur dire que j'existe, que on n'est pas loin de chez eux, que, etc., etc. Et des fois, c'est pas toujours simple. Alors, qui lève la main? Qui lève la main, mesdames et messieurs, sur la communication. Pour l'instant, je vois qu'ils sont en train de partir sur d'autres sujets. Non, mais c'est jamais facile, Fabrice. Mais moi, j'ai une proposition à vous faire. Je suis administrateur de la PASP, on fait des colloques, on fait des webconférences, on fait des sessions d'études. Et vraiment, contactez-moi si à un moment vous voulez, sur un de nos événements de l'association, venir témoigner d'une réussite. On fait des tables rondes. Là, on vient de faire une session d'études sur l'IA et les nouvelles technologies. On a eu un témoignage du ministère des Armées, à saluer, de la DGA. Mais venez, vous faites des choses formidables. Vous êtes des gens formidables, mais vous ne le dites pas, ou pas assez, parce que vous avez toujours peur que ça ne le soit pas, alors que vous faites des choses formidables. Et donc voilà, la mairie de Paris était là pour présenter son Spazer. Voilà, donc contactez-moi. Moi, c'est une proposition que je vous fais aujourd'hui ou au-delà. Contactez-moi et puis on vous trouvera une tribune dans des webconférences, des colloques, des sessions d'études pour venir parler de votre métropole, de votre hôpital, de votre ministère. Et c'est pareil pour nous, bien sûr. Oui. Elodie, elle dit communiquer sur les résultats et les actions, c'est bien, mais le plus souvent, à la place de faire mon travail d'acheteuse, je forme les autres, ce qui n'est pas un exercice facile, c'est un vrai métier. Alors, est-ce que c'est vraiment notre rôle d'acheteur public de former? On peut avoir le débat sur la manière de former, la pédagogie. Moi, je vous dis que oui, il y a un bout de votre histoire, de votre performance qui va passer par cette phase d'intégration. Et on va prendre quelques exemples. Quand j'ai commencé le métier d'acheteur, je m'intéressais, moi, à ce que j'appelle le taux de couverture. Et mon enjeu, avec mon patron et mon équipe, c'était de dire on veut couvrir, en clair, 100% des dépenses. C'était notre bataille. On voulait s'assurer que toutes les dépenses de l'entreprise étaient gérées par des acheteurs. Et puis voilà. Et donc pendant longtemps, j'ai fait des cartographies de dépenses
où je regardais qu'est-ce qui est sous contrôle des achats et pas sous contrôle. Vous savez, vous appelez ça vous aussi souvent les achats sauvages, hein, en tous les cas, le saucissonnage, tout ce qu'on peut faire pour passer un peu à côté de l'histoire. Eh bien, je me suis aperçu il y a maintenant un certain nombre d'années qu'au final, c'était un mauvais calcul, cette affaire de vouloir couvrir 100% des dépenses. Pourquoi? Quand vous analysez 100% des dépenses, et c'est vrai pour une collectivité, pour un hôpital, il y a une grande partie des dépenses sur lesquelles l'acheteur a assez peu de valeur ajoutée. Et quand on s'intéresse dans le fond à ce qu'on va pouvoir, à l'impact qu'on va pouvoir donner, c'est pas toujours d'ailleurs un impact économique, hein, ça peut être un impact qualitatif, un impact de service, mais il y a peut-être que 60 ou 70% des achats qui méritent que vous y consacriez vraiment du temps et de l'énergie. Et donc du coup, l'enjeu des organisations qui réussissent, c'est de se dire, par rapport à ce terrain de jeu qui est devant moi, quelle est la partie sur laquelle je vais vraiment mettre de l'énergie et le plus tôt possible, et puis peut-être quelle est la manière dont je vais travailler un peu différemment, peut-être quelle est la manière que je vais externaliser. Vous le savez aujourd'hui, certains d'entre vous dire voilà. Donc il y a toute une réflexion et du coup pour en revenir à la remarque de Élodie, je pense qu'il y a une partie de vos activités qu'il va falloir se dire comment j'éduque, comment je fais passer des messages. Comment voilà. Et donc, alors après, est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est une sensibilisation? Est-ce que c'est, tiens, pour tous les nouveaux entrants dans l'organisation, comme ça se faisait il y a quelques années, il y a un petit séminaire en 2 ou 3 heures, tout savoir sur les achats, etc., etc. Et ça, c'est du temps que vous avez intérêt, je pense, à investir, parce que vous aurez un fort retour sur investissement de ce temps-là, avec des gens qui comprendront mieux ce qu'est l'acte d'achat et qui comprendront mieux aussi comment ils peuvent du coup mieux jouer avec vous, là où souvent c'est pas très clair. Et tu le dis souvent, dans l'univers public, c'est appréhendé de manière très procédure. Mais en vérité, il se passe plein de choses. Si tu me parles très tôt, je vais pouvoir intégrer ton besoin, je vais pouvoir commencer à m'y préparer, je vais pouvoir discuter avec mon petit copain qui est dans telle collectivité, qui l'a déjà fait, etc., etc. Allez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Communiquer tac, je vois pas d'autres questions, c'est en train de taper. Alors, moi je voulais, on avance un petit peu dans le temps, hein. On s'est dit que on essaierait de viser le midi, qui est notre règle du jeu. N'hésitez pas à poser des questions. On va essayer de commencer à aborder un peu le sujet du coup. Alors entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on peut être amené à avoir par rapport aux organisations qu'on voit, qui est assez performant. Quelques pistes d'action, quelques pistes de réalisation, Sébastien, pour essayer de se dire, allez, on va essayer de sortir un peu de cette situation un peu compliquée dans laquelle on est. Alors, l'enjeu majeur, merci Fabrice, l'enjeu majeur pour l'acheteur public ou pour la direction achat, c'est son positionnement dans la gouvernance. Et donc, ce positionnement qui ensuite permet de dérouler les moyens, les ressources, les recrutements, les outils, les formations, il est lié à un élément clé, c'est la data. Je vois aujourd'hui beaucoup trop d'organisations achats publics ou privées, d'ailleurs je le vois chez e-attestation, qui ont des bases de fournisseurs ou des bases de contrats ou des bases de données qui sont complètement erronées. Et si à un moment vous devez, ou vous voulez, je préfère vouloir que devoir d'ailleurs, même si le devoir est important, si vous voulez embrasser les politiques publiques, si vous voulez embrasser la part des TPE-PME, si vous voulez embrasser votre SPASER, si vous voulez embrasser les élus, entre guillemets, et donc leur faire reconnaître votre métier et votre fonction, il faut maîtriser la donnée, il faut maîtriser la cartographie achat, il faut maîtriser votre empreinte économique. Vous savez, quand j'étais à l'UGAP, je le dis toujours, mon rôle est devenu très important le jour où j'ai expliqué au président de l'UGAP que la centrale d'achat, ses achats, c'était 60% des TPE-PME en nombre de contrats et 20% en montant. Et dès lors que vous avez des indicateurs, dès lors que vous avez des cartographies, dès lors que vous expliquez que tous les éléments de communication, d'ailleurs, pour l'élu, pour le directeur de l'hôpital, pour le ministre ou pour le cabinet ministériel, deviennent des éléments clés parce que la réputation est supérieure au droit, eh bien, vous prenez le pouvoir. Voilà. Et quand vous prenez le pouvoir avec la donnée, les cartographies, etc., eh ben, vous avez les postes, vous avez les moyens, vous avez les budgets. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas réclamer quoi que ce soit quand on ne maîtrise pas sa cartographie achat. Quand on ne maîtrise pas sa cartographie des risques, c'est pas la peine de dire j'ai besoin d'un acheteur sur tel segment d'achat si je ne sais pas qualifier le caractère stratégique de ce segment d'achat, parce que votre directeur vous dira pourquoi tu passes pas par l'UGAP, pourquoi tu passes pas par UniAchat, pourquoi tu passes pas par le RESA, et il aura raison de vous dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous faites, il faut justifier pourquoi vous allez mieux faire qu'une centrale d'achat. Puis si vous le faites faire, et c'est très bien, vous allez vous concentrer sur autre chose. Et l'élément clé, moi je pense, c'est le premier conseil. Il faut maîtriser votre donnée, maîtriser votre cartographie des achats et des risques,
vous n'allez pas avoir le même investissement, vous n'allez pas recruter les mêmes personnes, vous n'allez pas avoir les mêmes besoins en formation. Aujourd'hui, combien d'acheteurs sont capables de dire quelle est mon empreinte économique sur mon territoire? Quelles sont les entreprises que je fais travailler? Où sont mes TPE, PME? Je vois des spazzers, il n'y a pas d'indicateur. Je vois des spazzers, c'est des grandes idées. Mais alors, comment on mesure tout ça? Ça, c'est l'élément clé. Premier conseil, Fabrice, probablement, maîtriser la donnée, c'est maîtriser le pouvoir aujourd'hui. Allez, je ne peux que souscrire. Si vous voulez en effet atteindre des niveaux, on va dire, de crédibilité, eh bien, il va falloir pouvoir maîtriser et donner de l'information, parce que c'est simplement à partir de là que, on va partager la prise de conscience, le constat. Moi, je fais souvent les exercices. Alors, c'est très agréable quand on est un consultant. Il n'y a pas de trajectoire, s'il n'y a pas de T0. Voilà, si moi j'arrive en comité de direction, vous avez combien de fournisseurs? Alors ça m'embête toujours. Ça veut dire qu'on n'a pas fait le job. Mais quand je me retourne vers l'acheteur et que lui-même ne sait pas dire combien il y a de fournisseurs, c'est embêtant. Deuxièmement, quel objectif on s'est donné et comment on va le mesurer? Le contrat sur le spazzer, il est tellement vrai. Moi, je vois des spazzers où c'est des déclarations de bonnes intentions. C'est superbe. Mais comment on mesure ça? Comment on s'assure que c'est atteint? Quel levier on va mettre en place? Comment on va communiquer? C'est important. Donc, la donnée. Et du coup, à partir de la donnée, en effet, qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va l'utiliser? Voilà. On annonce aux citoyens qu'on veut, comme je le vois souvent dans les lettres que vous avez dans vos boîtes aux lettres, de vos collectivités les unes et les autres, les circuits courts, travailler localement. Mais comment c'est mesuré tout ça? Et si, en effet, vous savez dire demain à vos dirigeants, à vos élus, à la cantine scolaire, la cantine scolaire, les enfants, ils vont manger, c'est génial. Et une fois encore, en tant que citoyen, je ne peux que souscrire. Mais du coup, allez, enfoncez-vous là-dessus et bataillez-vous sur les données. Et après, soyez un petit peu pragmatique sur les données. Là aussi, c'est notre métier d'acheteur. Vous passez souvent d'une situation où il n'y a rien et vous voudriez être le champion du monde. Bon, au milieu, contentez-vous quelquefois peut-être d'informations un peu approximatives parce que la manière de les consolider n'est pas encore bien huilée. C'est pas grave. Ce que vous allez pouvoir communiquer, c'est bien plus performant que ce qui a jamais été communiqué. Et comme en plus personne n'a la donnée, c'est quand même vous qui aurez le pouvoir à la fin. Donc voilà. Donc je souscris. Première idée d'importance. Travailler sur cette dimension, donner, on va dire, du relief aux informations que vous partagez. Et c'est vrai, quand on me dit, l'autre jour, j'étais avec une équipe, il nous faut une personne de plus. Et moi, j'ai dit, moi, le premier, je veux dire, pourquoi? Parce que on a non, parce qu'on a du mal, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on a doublé le nombre de commandes? Est-ce qu'on a doublé le nombre de sollicitations? Pourquoi on fait autant d'avenants sur les marchés, etc., etc. Donc, du coup, la donnée. Je vois qu'il y a une question, j'y file, pour être sûr de ne pas l'oublier, pour ou contre. Alors, Mario, elle nous pousse là dans les pour ou contre la décentralisation de la fonction commande publique dans les directions et dans une métropole. Elle est en train de faire son diagnostic, Mario. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette logique de décentralisation? Quel est un peu ton regard sur le sujet? Et je vous partagerai moi une expérience après. Je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que on parle beaucoup de technologie, on parle de data, on parle d'IA. Alors attention à l'utilisation des IA gratuites et autres en matière d'achat public. On pourra faire un spécial, Fabrice, sur l'IA et l'achat public. Ce qui est très important, c'est que plus on va mettre de technologie, plus l'humain va être fondamental. Plus vos soft skills, votre comportement, votre écoute, votre proximité. Donc moi, je prône plutôt un achat de proximité, c'est-à-dire être dans les territoires, être au contact des entreprises, être au contact des autres acheteurs, être au contact des prescripteurs. C'est la force, par exemple, de l'hôpital, on le sait, ou des GHT dans leur modèle. C'est la proximité. L'État, c'est un peu différent parce que on est dans une position différente, mais les communes, les collectivités. Après, il n'y a pas de réponse unique naturellement à cette question. On peut avoir un mix d'ailleurs de centralisation et de décentralisation d'équipes achats en fonction des thématiques, en fonction des missions, en fonction des spécificités. Moi, j'avais prôné, ça s'est jamais fait d'ailleurs, à l'UGAP, la décentralisation des acheteurs en région, c'est-à-dire quitter le siège parisien pour que, par exemple, des acheteurs spécialisés en véhicules aillent plutôt faire de l'achat de véhicules dans des territoires où il y a des industries, des sous-traitants, des co-traitants. La question, c'est le bon sens. Voilà. Pour répondre à cette question. Je pense que, en effet, qu'il n'y a pas une réponse unique qui fait que ça serait bien ou pas bien. Je pense qu'il y a aussi la culture de votre organisation. Et là, on parle de métropole. Moi, je crois quand même que pour se donner un petit point de repère, si on fait le lien avec la maturité, quand on n'est pas très mature, vous avez quand même intérêt à très centraliser pour, j'allais dire,
installer le dispositif, Oui. installer la culture, poser les points de repère, poser les outils, etc. Voilà, ça c'est souvent un peu le début de l'histoire. Et puis quand cette histoire elle est un petit peu installée, qu'on a posé ce que j'appelle une culture achat au sein de la métropole, de la collectivité, alors on peut en effet de manière tout à fait astucieuse réfléchir à décentraliser. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que on ne regarde pas, et là, les outils vont vous aider. Moi, je vois aujourd'hui, si je prends mon exemple, pour le coup, au KVO, aujourd'hui, c'est une solution où j'ai des directions achats qui me disent, bah, nous, côté IT et côté travaux, on ne sait pas trop comment ils fonctionnaient. Mais du coup, on leur a mis à disposition l'outil. Comme ça, du coup, on leur a dit, bah, on prend dans notre budget, vous allez pouvoir travailler mieux. Et au passage, on récupère plein d'infos. Et du coup, voilà. Donc, j'allais dire que, si vous êtes un peu en phase de montée en maturité, la centralisation, à mon avis, c'est un bon dispositif pour installer le fonctionnement. Et ensuite, moi, je crois qu'on a toujours intérêt à être au plus près possible de ceux qui ont le besoin. Hein. Mais par contre, il faut l'être avec des règles. Souvent, quand je vois des logiques très décentralisées et pas organisées, bah là, on prend le risque que d'un service à l'autre, on ait des niveaux de pratique très différents, des niveaux de pilotage différents, etc. Hein. Donc, du coup, surtout Fabrice, c'est un élément d'attractivité aujourd'hui quand on recrute. Le lieu géographique d'exercice des 2, 3 ou 4 jours par semaine devient prépondérant pour la génération. La mobilité, l'absence de voiture, la mobilité durable, etc. Donc aujourd'hui, moi je le vois chez Iattestation, on a des compétences et des talents qui sont naturellement pas en région parisienne. Et on s'organise et ils travaillent ailleurs et c'est formidable et ça se passe très bien. Et on se voit de temps en temps. Donc ça aussi, c'est un élément aujourd'hui de recrutement et d'attractivité. Hein. Pensez-y. Ok. Allez, on a dit la data. Deuxième conseil concrètement. Qu'est-ce que tu nous dis là, toi qui faut encore à faire bouger tout ça et puis à le voir aujourd'hui. Sur quel terrain tu irais? Alors moi, j'irais énormément, alors plutôt dans les fonctions achat ou direction achat, dans l'animation des équipes et surtout donner du sens. Je crois qu'à un moment, aujourd'hui, il faut donner du sens à vos collaborateurs, pourquoi ils font ce métier, pourquoi on investit dans la RSE, pourquoi on investit dans le Spazer, pourquoi on favorise, entre guillemets, les entreprises du territoire, pourquoi on doit en exclure d'autres qui ne sont pas vertueuses, et c'est très bien d'exclure les entreprises pas vertueuses qui nous proposent des produits low cost fabriqués par des enfants de 12 ans, je dis toujours. À un moment, il y a des réalités. Et donc voilà, donc investir dans le sens, ça peut être des jeux, ça peut être des choses en interne. Vous voyez, moi j'ai fait une fresque de l'économie circulaire il y a quelques jours dans le cadre de l'Obstar, parce qu'on est adhérent et partenaire. Une matinée autour d'une fresque de l'économie circulaire avec vos collaborateurs, ça donne du sens à votre politique RSE. C'est des petites choses, ça coûte rien. Mais vous voyez, moi quand j'étais à l'UGAP, je faisais sortir les collaborateurs, on allait voir des choses, on allait tous ensemble visiter une usine en France, on essayait de voir des gens, on discutait. Voilà, donner du sens. D'accord. Si je complète un peu ces conseils, moi je pense qu'il y a un sujet. Alors, je sais que ça va vous faire un peu réagir pour certains, mais autour de l'organisation. Moi, je pense que une fois qu'on a compris, voilà, ça donne du sens, cette réflexion sur la data. Je pense que vous avez, et du coup, c'est pas valable que pour le chef ou la chef, c'est tout le monde concerné. Je pense que vous avez intérêt à vous poser des questions sur comment on s'organise. En clair, qu'est-ce qu'on va avoir envie de faire, qu'est-ce qu'on va être capable de faire, qu'est-ce qui va être important de faire, parce que en répondant à ces questions, on va aussi se dire qu'est-ce qu'on va pas faire. Qu'est-ce qu'on va pas faire différemment? Parce que des fois, je vois certains d'entre vous qui se rendent presque malades, pardonnez-moi l'expression, parce que il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas d'empreinte, voilà, ils n'ont pas d'action, et voilà. Donc je dis, écoutez, une fois que, ok, on l'a constaté, vous avez partagé, on passe à autre chose. Ne prenez pas tous les singes de la, voilà, vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Vous êtes là pour opérer. Donc, du coup, on va prendre en compte un certain nombre d'opérations. On va s'organiser en conséquence. S'il nous manque du monde, comme le disait bien Sébastien, on va mettre en place des tableaux de bord de pilotage pour aller défendre un recrutement, une évolution. Mais surtout, j'allais dire, quelquefois, vous vous mettez vous-même parce qu'il n'y a pas eu cette réflexion sur comment on est organisé, qu'est-ce qu'on fait pas, comment on communique. Et tout ce travail d'organisation, qui vaut d'ailleurs à titre personnel, regardez le nombre de mails qu'on reçoit tous les jours. Vous avez bien des critères de lecture, de tri, qui font que sur certains, vous consacrez du temps, sur d'autres,
vous allez passer le coup de fil parce que c'est important, et puis sur d'autres, ils vont passer à la poubelle. Bon, du coup, je pense qu'au niveau de l'organisation collective, il y a une vraie réflexion. Et il y a un bout de l'histoire qui se joue déjà comment on s'organise bien dans tout ce qu'on a adressé au niveau du métier. Une équipe, Fabrice, tu as raison, une équipe, c'est des expertises, des compétences et des envies. Moi, j'ai animé récemment un séminaire sur le contract management. Les gens me disent, est-ce qu'il faut recruter des contract managers? Je dis, c'est pas la question. Vous avez des acheteurs qui feront d'excellents contract managers et d'autres pas du tout. La question, c'est quel est le temps que je passe en phase de sourcing, quel est le temps que je passe en phase de procédure et quel temps je passe en exécution. Si vous avez d'excellents acheteurs qui sont contract managers, qu'ils fassent surtout du contract management. Si vous avez des acheteurs qui sont très procédures, mettez-les sur les sujets d'achat où la procédure est un sujet clé. Puis si vous avez d'excellents sourceurs, entre guillemets, mettez-les sur les sujets stratégiques, sur les sujets en jeu. Voilà, tout ça. Il faut que les gens se sentent bien. Il faut que les gens se sentent bien, aient envie. Super. Et je rajoute, avant de l'oublier, du bon sens. Mettez beaucoup de bon sens. Le métier achat, je le dis souvent, c'est pas un métier qui est très compliqué. En vérité, il y a des besoins, il y a un marché fournisseur, et puis on va opérer tout ça. Mettez du bon sens. Voilà, une fois encore, cette transversalité, comment on l'applique, à quel endroit elle va jouer, etc. Allez, Élodie nous pose une question qui est intéressante autour des prescripteurs. L'adhésion des prescripteurs. Alors, on pourrait déjà presque se dire, est-ce que faut-il qu'ils adhèrent? Mais en tous les cas, l'adhésion des prescripteurs, avez-vous des astuces, nous dit-elle? Souvent, la plus-value de l'acheteur n'est pas bien vue. L'impression du prescripteur est qu'on lui enlève un pouvoir, cette logique de territoire, voilà. Comment tu regardes ça, cette notion de l'acheteur et de la relation acheteur-prescripteur? C'est une bonne question, notamment de par mon expérience de centrale d'achat où il n'y avait pas de prescripteur au quotidien, où j'étais acheteur quasiment en première ligne puisque j'achetais pour le compte de tous les hôpitaux, de toutes les collectivités. Ce qui est très important, c'est que souvent le prescripteur voit l'acheteur comme une contrainte sur des aspects de rigueur, de choix, etc. Je pense que l'achat, c'est un vrai métier, surtout quand on porte des politiques publiques. Donc, associer les prescripteurs aux besoins, bien évidemment. L'achat le plus économique, c'est celui qu'on fait pas. L'achat le plus durable, c'est celui qu'on fait pas. Donc aujourd'hui, je pense que dans un contexte que l'on connaît, passer beaucoup de temps avec les prescripteurs pour interroger déjà le besoin et la réalité du besoin, ce qui évite d'acheter des choses qui servent à rien, ça c'est important. Et puis ensuite, l'associer naturellement au cahier des charges. Mais moi je dis, l'acheteur aujourd'hui, il est quand même porteur d'enjeux majeurs, économiques, politiques, réputationnels, réglementaires. Et faut pas se laisser dépasser par des prescripteurs parfois qui voient un peu leur quotidien, leurs habitudes, leur volonté, leurs demandes. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'hôpital. Alors, les prescripteurs hospitaliers sont très puissants. Quand vous discutez avec un chirurgien, un radiologue ou un médecin, difficile de lui dire non, c'est pas mon idée. Voilà. Et ça pose la question, Fabrice, naturellement du poids dans l'organisation de l'acheteur. Si sa direction ne le suit pas, ne le porte pas, ne le reconnaît pas, le prescripteur prendra souvent le lead et mettra l'acheteur en difficulté. Ouais, pour compléter, je partage ce que nous dit Sébastien. Élodie, moi je vois deux leviers sur lesquels vous devez travailler les deux. Le premier levier, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le levier de la communication. Donc l'idée c'est de comprendre c'est quoi ce rôle en binôme qu'on va avoir entre nous et le prescripteur. On n'est pas sur des logiques de territoire, je fais, tu fais pas, et assez vite avec 3 questions, vous allez vite lui montrer que vous, ce que vous allez faire, c'est peut-être pas forcément ce qu'il fait, c'est peut-être pas forcément ce qu'il aime faire, et que du coup, on en a besoin, parce qu'on aura expliqué ce qu'est un achat performance, etc. Donc je pense que là, vous avez besoin d'expliquer, parce que sinon, on est dans cette logique, en effet, c'est moi qui, mais tu peux continuer à discuter avec le fournisseur, je ne veux pas t'empêcher de le faire. Et puis à la fin de l'histoire, ton avis va être extrêmement important. Tu sais très bien que je ne vais pas décider contre toi. Mais par contre, il faut bien expliquer à l'autre. Deuxièmement, et ça je le vois souvent, c'est un peu loupé, c'est la gouvernance. Il faut qu'on explique les règles du jeu. Moi je dis souvent, on va jouer aux achats ensemble. C'est comme un jeu de société. Il y a des règles, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais c'est valable pour toi. Et cette gouvernance, vous pouvez pas la décréter tout seul de votre coin. Donc cette gouvernance, c'est un élément important, tout comme votre politique achat, qui est travaillée avec les personnes concernées, qui est présentée à la direction, qui est communiquée, et c'est le code de la route. Et après, en effet, on a des gens qui s'arrêtent au feu rouge, et on a des gens qui s'arrêtent pas au feu rouge. Vous, votre métier, c'est pas de faire celui qui va empêcher d'eux. Moi, quand on me dit, moi aux achats, vous savez, mon métier, c'est d'empêcher de tourner en rond. Je dis, mais non, laisse-les tourner en rond, c'est pas grave.
Tu leur as expliqué que c'est pas très positif de tourner en rond, mais s'il veut tourner en rond, il tourne en rond. T'es pas un empêcheur, t'es un facilitateur. Et c'est tout l'enjeu. Et là, vous avez un enjeu de positionnement, je pense, qui est important. C'est de se dire, vous êtes là pour permettre vous êtes là pour faciliter, vous êtes là pour défendre des intérêts aussi. Et tout ça, ça doit s'expliquer. Donc, communication et gouvernance. Et après, voilà. Et puis après, les quelques irréductibles, ils resteront irréductibles. Vous n'êtes pas leur manager. Allez, il est bientôt midi. Sébastien, encore un conseil pour faire bouger les lignes, comme on dit. Un conseil, c'est, je le dis souvent, c'est de répartir votre temps achat sur les 3 grandes phases. Moi, je dis toujours 30% de sourcing, 40% de procédure, 30% d'exécution. Et j'irais presque à dire que l'exécution monte en puissance. Aujourd'hui, l'exécution, c'est la performance de demain. C'est votre positionnement dans l'organisation. Donc, investissez l'exécution de vos marchés. Si vous prévoyez des pénalités, appliquez-les. Sinon, ça sert à rien de les prévoir. Ça, c'est un conseil d'acheteur aussi. Si vous avez des fournisseurs qui prennent des engagements en matière de carbone ou en matière sociale, vérifiez que ces engagements sont toujours les mêmes au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Combien on voit, y compris chez e-attestation, des donneurs d'ordre qui nous disent, oui, mais le fournisseur s'est engagé, je l'ai retenu, et puis au bout d'1 an, oui, mais au bout d'1 an, il est plus conforme. Donc votre crédibilité, elle est dans l'exécution du contrat. Investissez cette phase. Regardez les technologies. Ne tombez pas dans la facilité. Je vois beaucoup d'acheteurs qui foncent sur ChatGPT gratuit en ce moment. Attention. L'IA, c'est pas la panacée. Ça standardise, ça banalise. On va avoir que des acheteurs de demain. Tous les CCTP seront les mêmes, tous les CCAP seront les mêmes, tous les achats seront les mêmes. Puis on n'aura plus qu'à remplacer l'acheteur par l'IA. Donc attention à ces technologies, c'est une aide. Ça remplace pas l'intelligence, ça remplace pas le sens, ça remplace pas le bon sens, ça remplace pas votre expertise. Donc voilà, parce qu'on serait tenté dans une direction achat de dire demain j'ai plus besoin de juriste, mettre l'IA, plus besoin d'acheteurs. Bien évidemment que non. Et comment on fait que demain ça n'arrive pas? Donner du sens et montrer que vous êtes important par la data, par la cartographie, par le développement économique du territoire. Jamais une IA n'ira vous chercher une TPE en face de votre collectivité, jamais. Donc, ok. Bon, c'est du pur jus, tout ça, c'est du bon conseil. J'en donnerai peut-être un dernier avant qu'on fasse un petit tour. Je vois les petits messages, je vais essayer de les répondre vite fait. Dernier conseil. Moi, je pense qu'il faut mettre tous les ingrédients pour que le gâteau soit bon à la fin de l'histoire. Mais si à un moment donné, là où vous êtes, on n'a pas envie de manger le gâteau, on est toujours en train de râler, on n'est jamais content et on vous reconnaît pas, eh bien, à un moment donné, vous allez changer de crèmerie. Et pourquoi c'est important de le faire aussi, parce que déjà, premièrement, ça va vous faire du bien à vous. Voilà. Si à un moment donné, je suis pas reconnu, ça n'avance pas, j'ai essayé de faire, voilà, ce que m'a dit Sébastien, j'ai essayé de donner du sens, j'ai travaillé la data et malgré tout, en face de moi, ça fonctionne pas. Et du coup, on va ailleurs. On va ailleurs parce qu'à un moment donné, tous ces dirigeants, ils vont finir par comprendre que, s'ils veulent, qu'ils n'auront plus d'acheteurs. Voilà, il va falloir qu'ils soient performants. Et ce qui est vrai pour d'autres métiers, ça doit l'être pour vous. Voilà. Donc moi, je me dis, prenez-vous en main. Alors avant de partir un peu vite, parce qu'on vous écoute pas. Je trouve que c'est intéressant quand même d'installer des choses. C'est pas ça le message. Et arrêtez d'être malheureux. Moi, je vois des personnes où je leur dis, franchement, si vous avez fait tout ça et qu'on en est là, on peut pas danser tout seul bien le tango. Il vous faut un partenaire. Si votre direction c'est plus le partenaire, eh bien allez danser le tango ailleurs. Il y a des organisations qui seront contentes de vous accueillir, qui seront contentes. Surtout en ce moment, je peux vous dire qu'ils en cherchent des acheteurs avec du... Vous êtes un métier qui est très demandé. Donc, du coup, allez, soyez exigeants. L'autre jour, j'ai vu un recrutement, tiens, je termine peut-être là-dessus avant qu'on se dise au revoir, où un jeune acheteur, j'allais dire un jeune acheteur culotté, mais j'ai bien aimé ce garçon, qui dit comme ça, droit, après avoir fait le tour de l'échange sur le métier, est-ce que vous disposez dans votre organisation publique d'un système d'information achat? Alors moi je buvais du petit lait, parce que on n'est pas neutre par rapport à cette question. Et quand en face de nous, les gens se sont regardés, se sont dit pas encore. Il dit écoutez, moi je pourrais y avoir goûté, je ferai pas marche arrière, je ne rejoindrai pas une organisation publique qui n'est pas dotée des outils du moment. Voilà exactement ce qu'il a dit. 28 ou 29 ans. Je me dis voilà. Avec beaucoup d'outils, Fabrice, tu as raison. Mettez de l'exigence sur vous le savez bien, un bon ouvrier, il a des bons outils. Et aujourd'hui, c'est plus possible de ne faire confiance qu'aux fichiers Excel. Il y a d'autres manières de travailler.
Bon, ça c'est pas un public reportage, mais je voulais vous le partager parce que c'est vraiment très. Oui, j'ai du vécu et je le vois. Hein. J'ai des amis acheteurs, Fabrice, qui aujourd'hui posent ces questions. C'est pas que le téléphone, la voiture de fonction et le télétravail. C'est quoi vos outils? Et je viens aujourd'hui. Exactement. Bon, vous l'avez compris, on pourrait avec Sébastien, on va se revoir. Voilà, c'est l'engagement qu'on peut prendre. On a plein d'idées sur d'autres sujets. Vous en avez aussi. Moi, je voulais vous remercier les uns et les unes, parce qu'il y avait beaucoup de femmes, comme souvent dans les métiers de l'achat, qui étaient présentes aujourd'hui avec nous. Un grand merci à toi, Sébastien, aussi, de ton temps et des échanges. Avant de te laisser le mot de la fin, on va, diffuser le replay. Laissez-moi juste le temps de faire monter ça. Et puis, n'hésitez pas aussi, une fois encore, à venir vous connecter à nos profils respectifs, que ce soit Sébastien ou nous, on partage beaucoup autour du métier, et pas que dans une dynamique commerciale, même si à la fin de l'histoire, bah oui, on est là pour promouvoir nos entreprises respectives, mais on est là aussi pour partager et peut-être aussi pour un petit peu renvoyer l'ascenseur quand des personnes, quand on était un peu plus jeunes, ont passé du temps avec nous pour nous faire grandir. Donc c'est le moment aussi de renvoyer l'ascenseur. Donc venez vous connecter, partagez si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur e-attestation, tous les services qu'ils peuvent proposer sur l'association, la PASP également, et que ce soit sur Cropenco et Oclaveo, n'hésitez pas à nous connecter. Sébastien, un mot pour terminer. Vous faites un métier formidable qui est heureusement pas qui est en péril, mais qui ne disparaîtra pas. Et vraiment communiquer. Moi, je vous invite, je l'ai dit, si vous voulez témoigner via la passe, via Fabrice, si vous voulez qu'on échange sur LinkedIn, rejoignez, venez me voir, racontez-moi des choses. Je serais ravi de le relayer vos posts sur de belles initiatives à tout mon réseau. Donc voilà, communiquez, faites-vous identifier dans la sphère de l'achat public et soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous faites parce que vous faites un métier formidable. On va vous y aider et voilà. Et ayez la banane. Là, c'est un peu, il nous reste quelques jours avant de faire le petit break dans ces vacances qui seront pas reposantes, je vous l'annonce déjà, mais ce sera un petit moment en famille qui nous fera un peu de chaud au cœur. Grand merci Sébastien. Merci. Bonne suite à vous. On a passé comme d'hab un super bon moment et puis écoutez, à bientôt pour la suite des aventures. Vous pouvez reprendre une activité normale, comme on disait plus il y a quelques années.